qui se profile. On n'en est pas encore sûr que ce soit vraiment une, mais elle se profile. C'est une sorte de criminalité environnementale. Je dis ça parce qu'on a vu en Italie avec la Camorra autour de Naples que les déchets et le traitement des déchets faisaient l'objet de tous les trafics possibles et inimaginables et même dangereux. Eh bien, on se demande avec une affaire qui a lieu en ce moment dans la région parisienne autour de la famille Ornec, s'il n'y a pas là aussi les prémices de ce genre de criminalité. Là, l'enquête est menée par Romain Boutilly, par Caroline Robillard et par Vincent Buchy. Roissy-en-Brie, au cœur de la Seine-et-Marne. Étrange manège au milieu d'un champ agricole. Henri Sassineau, agriculteur, est en plein cauchemar. Ces terres sont suspectées d'être dangereusement polluées. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? Là, je fais des prélèvements, monsieur. Mais j'ai pas envie de parler aux journalistes. C'est vous qui avez amené les journalistes? Non, pas du tout. Non, ils sont venus de... Non, non. Oh, bah, quelqu'un les a appelés, hein, parce que... Non, non. L'agriculteur, un peu honteux, veut savoir s'il pourra, oui ou non, recultiver son champ un jour. Alors, sous contrôle d'une huissière, il recueille des échantillons de terre qui seront ensuite analysés en laboratoire. Là, clairement, votre crainte, c'est quoi? Qu'il y ait des produits non autorisés, toxiques? Des produits non conformes, c'est-à-dire des terres polluées. Des déchets ambiantés, des bitumineux, des métaux lourds. Oui, entre autres, oui, c'est ça, oui. C'est un peu tout ça. C'est possible? C'est plausible? Il y a ça? Ah, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Pour moi, c'est pour ça que je fais des prélèvements. Angoissé l'agriculteur, Bon, allez. car depuis quelques mois, Henri Sassineau a confié ses 18 hectares à une société pour qu'elle rehausse ses terres, qu'elle les remblait. Problème, la société en question, RTR Environnement, est au cœur d'une tempête judiciaire qui mêle mafia et trafic de déchets dangereux. Justice avec le démantèlement d'un réseau mafieux d'enfouissement de déchets. Des méthodes dignes de la mafia italienne. Emballement médiatique autour d'un possible scandale écologique aux portes de Paris. Un réseau très organisé aurait transformé des déchets en millions d'euros. Leur méthode, d'après la police, collecter des milliers de tonnes de déchets du BTP et les enfouir par camions entiers sous des champs agricoles. Une équipe au casting improbable. Un agriculteur de 57 ans, endetté. 72 heures de garde à vue pour l'habitude, moi. Un chef d'entreprise sulfureux. Ce soir, elle a rapporté 1 500 000 euros à mon entreprise. Et Jean-Claude Ornec, souvent présenté comme l'un des parrains de la mafia parisienne. Les Ornec, une fratrie connue des policiers pour être des spécialistes du racket et trafic en tout genre. Ils ont fait dans le braquage, ils ont fait dans les trafics de tableaux, les trafics de voitures. Ils font un peu dans tout. Donc le trafic de déchets, c'est une autre branche, c'est intéressant. Dans quel jeu trouble seraient tombés des agriculteurs en louant leur terrain pour y enfouir des déchets? Par quelle combine lucrative ces champs se seraient-ils transformés en décharges sauvages? Villeparisis, la campagne, à une demi-heure de Paris. C'est ici, en Seine-et-Marne, que tout a commencé. Dans l'unique ferme de la ville, où vit l'un des premiers rôles de cette affaire digne d'un polar. Voici Michel Legrand, 57 ans. Vous êtes agriculteur depuis longtemps? Moi, personnellement, oui, depuis... dans les 76, 77. Et puis la famille depuis plusieurs générations. C'est important pour vous? Oui. Oui, c'est un mode de vie que j'aime bien, oui. Voilà. Michel Legrand est encore sonné par ce qui lui est arrivé. Il n'arrive pas à oublier ce matin du 4 mars, quand la police a tapé à sa porte avant de l'interpeller comme un voyou. 6 heures du matin, 25 à peu près. Des policiers? Ouais. Tapé dans les volets. Donc j'ai ouvert de ma chambre.
rentre le chien, sinon on le bute et on défonce la porte. Bon, j'ai rentré le chien en robe de chambre. Sur le moment, je me suis dit, merde, il y a une histoire de drogue dans le coin, ils doivent penser que je suis... Parce qu'ils ont été dans la paille, ils ont tout fouillé, tous les bâtiments, tout. J'ai dit, il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais non, je savais pas que c'était pour ça. Hein. Après 3 jours de garde à vue, Michel Legrand est mis en examen pour enfouissement illégal de déchets dangereux. Ça s'est passé ici, sur cette parcelle de terre, le long de la Francilienne. Sur les 300 hectares qu'il exploite, ce champ-là a toujours eu des rendements inférieurs aux autres. La raison, il était sans arrêt inondé. Un calvaire pour ce producteur de blé. Voilà la flotte. C'est de l'eau de résurgence, de l'autoroute et du champ. Donc mon but, c'était de me rehausser, comme on voit là, pour me mettre hors d'eau. Et coup de chance, la société RTR, une entreprise de Remblai, lui propose de le faire. Elle est même prête à payer l'agriculteur pour ça. 1 € le mètre cube, et des mètres cubes, il va y en avoir beaucoup. La parcelle fait 18 hectares, et ce n'est sans doute pas un hasard si elle intéresse RTR. Car en dessous de 20 hectares, avec un remblai de moins de 2 mètres de haut, aucune autorisation ni visite des services de la préfecture ne sont nécessaires. Été 2012, l'opération débute. Et c'est pour le moins spectaculaire, à tel point que les riverains prennent des clichés. Pendant 2 ans, jusqu'à 150 camions par jour déverseront de la terre de chantier, des gravats, mais pas seulement. Également des matériaux qui auraient dû être recyclés, des fers à béton, des tuyaux en plastique, et même des produits interdits comme ces petites plaques, qui ressemblent à du fibrociment. Si tous ces déchets avaient été stockés dans des décharges autorisées, cela aurait coûté beaucoup plus cher que les 1 € du mètre cube qu'RTR verse à Michel Legrand. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu que ça se transformait en décharge géante? Décharge géante, c'est le mot, me plaît pas beaucoup. Ouais. C'est ce à quoi ça devait ressembler avec 100 camions qui apportaient des déchets du BTP chaque jour? Non, pas forcément. C'était bien géré. Non. Durant sa garde à vue, il démentira avoir laissé RTR enfouir des déchets polluants sous son champ. Pour en être sûr, la justice a effectué des prélèvements. Seule certitude, l'agriculteur avait des problèmes d'argent. Avec son remblai, il aurait touché environ 16 000 € par mois de RTR. D'après la police, peut-être le prix du silence. Car celui qui a su convaincre Michel Legrand de louer son champ est un homme fort en gueule, au verbe haut. La police le soupçonne d'être lié au banditisme. Au siège de sa société, RTR, l'homme nous reçoit. Dans cette affaire, il a déjà fait 2 mois de préventive. Bonjour, vous allez bien? Il s'appelle Habib Ben Mamed, 41 ans. Plus grand monde dans les bureaux, salarié envolé, compte gelé, sa société va mal. Voilà, ça c'est un bureau de comptable, c'est un comptable qui travaille là. Vous pouvez comprendre qu'avec tout ce qui s'est passé, il y en a qui ont déserté la société. Parce que quand on vous fait passer pour des voyous, des mafieux et des gens dans la Camorra italienne, vous pouvez comprendre qu'il y a un ouvrier qui est là pour gagner sa vie. Quand il voit tout ça, il s'échappe. Et il ne demande même pas d'indemnité. Ça, c'est un petit peu la profession qu'on fait. Un patron, fier d'avoir monté son entreprise, seul, à la force de son bagou. Voilà la salle de détente pour le personnel. On boit un coup ici, de temps en temps. On fait des réunions ici. Mais l'ancien serrurier, devenu chef d'entreprise au train de vie fastueux, aurait fait des jaloux dans le métier. Aujourd'hui, moi, je dérange dans la profession. Il y a des gens qui ont le monopole depuis des années et des années. Il n'y a personne qui leur dit rien, il n'y a personne qui les inquiète, il n'y a personne qui les embête. Moi, je suis arrivé, j'ai monté mon entreprise, j'ai fait ça avec mon cœur, j'ai fait ça avec ma force, j'y ai laissé la moitié de ma santé. Et aujourd'hui, je me retrouve en prison, c'est le cas de le dire, en prison, c'est le mot exact. Je me suis retrouvé en prison à l'âge de 41 ans, alors que moi, j'ai un casier judiciaire tout simplement vierge. Voilà, La justice le soupçonne d'avoir fait pression sur les agriculteurs pour qu'ils laissent RTR remblayer leurs champs. Lui dit au contraire avoir sauvé des paysans pris à la gorge. Ces gens-là, quand ils arrivent à ce stade-là d'accepter de faire du remblai, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Moi, quand je vais les voir, je leur ramène peut-être pas la solution de les rendre très riches, mais en tout cas, une solution qui va permettre à ces agriculteurs-là de mettre du beurre dans les épinards. Et ça sera beaucoup de beurre, parce que pour être honnête,
sur un terrain de 20 hectares, quand je donne 1 euro du mètre cube, quand je mets 400 000 mètres cubes de terre, le beurre, il est bien payé, puisque ça fait 400 000 euros. D'accord? Un système où tout le monde y gagne donc, et personne n'a intérêt à se plaindre. Là, vous avez M. Benmamed avec M. Michel Legrand, que vous voyez là. Pour quelqu'un qui a été estorqué, je trouve qu'il a un magnifique sourire. En quelques mois, Habib Benmamed se fait beaucoup d'amis. La seule ombre à ce tableau parfait pour la police, la voici. Là, vous avez M. Benmamed avec M. Loun Hornek. Loun Hornek, 27 ans, un salarié de RTR dont la présence a intrigué les policiers. Un casier vierge, mais une famille sulfureuse. Son père, Jean-Claude, 60 ans, est l'aîné d'une célèbre fratrie qu'on dit à la tête du banditisme parisien. Parfois arrêté, rarement condamné, le clan Hornek, des spécialistes du vol, racket et intimidation en tout genre d'après la police. Bref, une réputation qui aurait pu refroidir bon nombre d'entrepreneurs, pas Habib Benmamed. Je l'ai embauché avec l'idée qu'avec sa gueule de bouffon, d'accord, il allait me ramener des contrats. Voilà pourquoi je l'ai embauché. Et il a une gueule de bouffon, d'accord? Je vous le dis, je lui ai dit, il le sait. D'accord? Avec sa tête de blondinet, avec ses yeux bleus, d'accord? Vous lui donnez le bon Dieu dans les mains, ce garçon. On va pas cacher non plus qu'après, quand j'ai commencé à comprendre qui c'était, effectivement, me cassait plus les bonbons, moi, ici. C'était un peu plus facile pour moi, je reconnais. La protection des Hornek. L'assurance, dit-on, de développer son business très vite. Pour la chroniqueuse judiciaire de Libération, Patricia Touranchot, la présence d'un Hornek dans cette affaire ne doit rien au hasard. Les Hornek, c'est un vrai clan, c'est une vraie famille du crime. Les Hornek essayent en général de s'immiscer dans toutes les affaires, dans tous les business qui se passent en Seine-Saint-Denis et puis un peu en Île-de-France. Si on a un Hornek dans sa poche, si on donne un salaire fictif au fils Hornek, on sait que la famille, le clan ne va pas débouler pour essayer d'avoir 10% ou d'avoir une commission sur tel et tel business et qu'on sera protégé. Et au fil des mois, la famille de Gitan va prendre de plus en plus d'importance dans le business de RTR. Les écoutes du téléphone de Jean-Claude Hornek révèlent qu'il s'implique personnellement en recherchant lui-même de nouveaux champs. Il aurait même tenté d'extorquer des terrains à des propriétaires endettés. Le fils, lui, est traité comme un prince par son nouveau patron, Habib Benmamed, qui lui laisse la main sur le chéquier. Viré dans des palaces parisiens, shopping dans les quartiers chics, grands restaurants et voitures de luxe. Le fils Hornek mène grand train. Plus grave, les policiers se demandent si les Hornek n'ont pas fini par contrôler RTR en sous-main. Pur fantasme, se défend Jean-Claude Hornek, croisé ici au bureau de son avocat. L'homme nie toute implication, mais refuse de se justifier face caméra, préférant laisser parler son conseil. On a considéré dans le dossier que dès lors que le fils travaillait dans la société RTR, elle était contrôlée par le clan Hornek, c'est comme ça qu'on le dit dans les services de police, et c'est comme ça que finalement tout a démarré. Mais c'est absolument faux. Le fils Hornek est salarié de l'entreprise, point à la ligne. Le patron de RTR, lui, continue d'affirmer qu'avec ou sans les Hornek, son business est viable et licite. Ces décharges qui ne disent pas leur nom, un bon filon qu'il prévoit d'exploiter encore et encore, et peu importe que la justice lui mette des bâtons dans les roues, comme il dit. Ce champ, il a rapporté 1 500 000 euros à mon entreprise. J'ai monté une entreprise pour gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Mais je gagne beaucoup d'argent avec la légalité. Et je continuerai à me battre pour réussir et j'ouvrirai d'autres terrains et je continuerai à travailler tant qu'il n'y aura pas une loi en France qui me l'interdira. C'est tout. En attendant, la méthode Benmamed a laissé des traces en Seine-et-Marne. Comme ici, à Saint-Cyr-sur-Morin, où les habitants se souviennent de son passage dans la commune. Un jour d'août 2012, en rentrant de vacances, ils ont découvert un étrange manège sous leur fenêtre, dans ce champ. Alors, les camions, ils arrivent là, en face du portail que vous voyez, donc ils tournent et ils rentrent dans le chantier, ils se mettent en position pour déverser la matière. C'est une matière grise
Alors on a l'impression qu'il y a des cailloux dedans, mais qui est extrêmement volatile. C'est des cendres, C'est pas, beaucoup de poussière. ça fait penser à de la cendre, effectivement. Et pendant 5 semaines, quasiment, nous, on vit dans un nuage de cendres. Hein. C'est, voilà. La matière grise s'avère être en fait du mâche-fer, des résidus d'ordures ménagères incinérées, utilisés d'ordinaire pour construire des routes. Encore une fois, des produits potentiellement dangereux qui n'ont rien à faire dans un champ agricole. Ici, là où on se trouve, on en a en gros entre 6 et 7 mètres d'épaisseur. Et quand vous avez demandé aux ouvriers, Interdit. On nous a dit... Vous n'avez pas le droit de les exprimer. Ouais. C'était Interdit, plutôt un au départ. signe de refus, allez-vous-en, vous n'avez rien à faire là. Depuis, les ouvriers ont recouvert le champ de terre, puis sont repartis, sans un mot. Mais les riverains, eux, ont eu le temps de prélever quelques échantillons du chantier. qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'il y avait, c'est ce qu'ils ont déversé. On trouve de tout. On a même trouvé des piles, des seringues, des aiguilles, on a trouvé de tout. Et il y en a, grosso modo, entre 40 et 50 000 tonnes. 7 mètres d'épaisseur à certains endroits. 50 000 tonnes qui intéressent les juges. Le propriétaire du champ a porté plainte pour abus de confiance. Les riverains s'apprêtent eux aussi à saisir la justice. Voilà pour ce reportage de Romain Boutilly et Caroline Robillard. Et on est ici de retour dans cette casse auto d'Atis-Mons avec vous, Fabrice Risoli. Casse auto, tout ce qui est plus légal, officiel, etc. Mais c'est marrant, c'est toujours des décors et des ambiances qui font bien sûr penser à la criminalité organisée, etc. Alors vous êtes chercheur, vous êtes auteur de ce petit dictionnaire énervé de la mafia. Pourquoi énervé d'ailleurs ? Parce que militant, parce qu'il rétablit certaines vérités face à des stéréotypes sur l'Italie, comme par exemple l'Italie c'est le pays de la mafia, mais c'est aussi le pays de l'anti-mafia. Ah, il y a notamment des citoyens, puisque vous faites partie d'une association de citoyens qui se groupent pour lutter contre les mafias et leur progression à travers l'Europe. C'est ça. C'est votre boulot. L'Italie est vraiment un paradigme, un cas d'école de la société civile contre les mafias. Je ne sais pas si vous connaissez les Hornecks. Faut être prudent, hein, cette histoire, il n'y a rien d'établi, personne n'est condamné. On est toujours, on est dans le domaine de la suspicion et de l'enquête, et on se demande si, par le biais de cette société, ils ne sont pas fait leur entrée dans ce monde assez caractérisé aujourd'hui de la délinquance environnementale, on va dire. Pourquoi arriver dans ce domaine-là? Est-ce qu'effectivement, les mafias, en général, pas forcément eux, mais les mafias en général, peuvent être intéressés par cette délinquance environnementale? Est-ce que c'est là le nouveau secteur où on se fait des sous, potentiellement? Parce que les mafieux sont des êtres rationnels et qu'ils font un choix entre ce que ça rapporte au niveau financier et ce qu'on risque. Et très clairement, la criminalité environnementale, ça peut rapporter de l'argent et les peines sont très faibles. Donc, les mafieux ont compris qu'il fallait se jeter dans ce trafic. On risque pas grand-chose et ça peut rapporter gros. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une citation très connue d'un mafieux devant la commission parlementaire anti-mafia en Italie dès 1993 qui dit « Les déchets rentrent dans la décharge et il en sort de l'or ». Voilà, alors ça nous emmène à l'Italie, parce qu'on s'intéresse à ce cas et à cette présomption sur les Hornecks, parce que justement, en Italie, autour de Naples, la Camorra italienne a largement développé ces histoires de déchets. J'ai lu quelque part qu'il y avait un triangle des poisons où avaient été stockés pendant 22 ans 10 millions de tonnes de déchets toxiques. C'est vrai. C'est en fait ce qu'on appelle les écomafias, où il y a plusieurs types de délits, et dedans il y a le cycle des déchets. Et le cycle des déchets est déjà documenté en Italie, car dès les années 70, on a démontré que des mafieux, en liaison avec les services de renseignement, prenaient déjà des déchets toxiques et les mettaient dans des navires et les coulaient ou les emmenaient en Afrique. C'est une légende ou c'est vrai? Non, c'est vrai. On a retrouvé des navires et on a retrouvé des déchets en Afrique et on a condamné des organisations mafieuses italiennes pour trafic de déchets. Ils débarrassent la mafia italienne, les entreprises, les villes, etc. de leurs déchets, et plutôt que d'aller les traiter comme il faut, on les coule en mer. On les coule en mer ou on les débarque en Afrique. Ce qui a fait que la chose est devenue industrielle, c'est dans le milieu des années 90, l'Italie en avance sur les directives européennes, prend un décret et demande à toutes les entreprises de recycler leurs déchets toxiques et en plus invente un délit de criminalité environnementale. Comme l'Italie est faite de PME, PMI, c'est plus difficile pour eux de payer pour recycler leurs déchets, donc ils font appel à la mafia.
La mafia vient chercher les déchets dans le nord de l'Italie et les enterre dans le triangle dont vous parlez, dans la province de Naples. Bon, et ça continue toujours, on a pu le prouver. Il y a eu effectivement énormément comme ça de déchets enfouis dans ce triangle-là. Chaque année, il y a des affaires documentées. Il y a une cellule des carabiniers spécialisée qui fait ce type d'affaires. On condamne des mafieux, on condamne des entreprises et il y a même des rapports parlementaires disponibles sur Internet. Bon, mais dernière chose, avec quand même, quand on parle de mafia, on parle de complicité. Oui. Jusqu'au plus haut oui. niveau des structures administratives ou politiques, etc. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a cette gangrène qui est en train de prendre éventuellement en France aussi. C'est un cycle de corruption, puisqu'en Italie, on a démontré que, par exemple, étaient corrompus les agents des institutions qui transformaient avec l'étiquette déchets toxiques en non toxiques. Et le déchet toxique qui devient non toxique, on peut le décharger de manière presque légale dans une décharge légale. Donc c'est là où se joue fortement la corruption. Et il faudra être attentif. C'est là où le déchet devient de l'or. Voilà, c'est ça. Il faudra être attentif à ce cycle de corruption en France. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Merci Fabrice Risoli, merci d'être venu dans ce décor nous parler de ces mafias sur l'environnement. Je suis désolé de vous avoir imposé cette pluie, mais en fait, je ne commande pas à la météo encore. Voilà, merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. J'espère qu'elle vous aura fait comprendre un petit peu ce qui se passe d'un point de vue de la délinquance à travers l'Europe et notamment en France. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accueillis, à commencer par Aloca Soto ici à Tismons, le village de Vers-le-Grand. Remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Thomas Auro, Joël Bruandet, François Ducroux à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle les réseaux sociaux si vous voulez venir nous voir. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de complément d'enquête, mais un documentaire sur l'Europe. Voilà, tout de suite, Alcaline bien sûr, puisque la soirée n'est pas finie sur France 2.